Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire. L'histoire de la convenance institutionnelle, ou si vous préférez, du concept de convenance institutionnelle qui a tout juste 20 ans, comme le CRIR. Au point de départ, évidemment, il y avait des établissements, des universités, puis des chercheurs qui souhaitaient créer ce qui est devenu le CRIR. Il y avait toutes sortes de questions à régler du point de vue administratif, du point de vue de la recherche elle-même, mais aussi du point de vue de l'éthique de la recherche. Et en 2001, au moment où le CRIR a été créé, au moment où le CRIR était en construction, j'étais conseiller scientifique du côté de l'éthique de la recherche en droit de la santé au FRSQ. Et puis, le contact s'est fait par la direction du FRSQ avec les gens qui avaient l'initiative du CRIR en disant, bon, ben, du point de vue de l'éthique, c'est peut-être une personne ressource qui pourrait être intéressante. Alors, c'est de cette manière-là que le contact s'est fait. Et vous allez voir que ma relation avec le CRIR est une relation de grande intimité au sens où ben, j'ai un attachement qui est très, très considérable par rapport au CRIR, par rapport en particulier aussi à son comité d'éthique de la recherche. Les objectifs de ma présentation sont indiqués ici. Il y en a 4. Le premier, connaître une partie de l'histoire du CRIR qui a été marquée par l'innovation et s'y référer pour inspiration ultérieure. Ce qu'on a fait au CRIR en 2001 du point de vue de l'éthique de la recherche, c'était vraiment quelque chose de nouveau, vraiment très créatif. Et on va le voir ensemble. Ensuite, percevoir comment la communication soutenue et la créativité permettent la mise au point de solutions originales issues d'une évolution des idées. Et puis, on va voir qui a eu les idées en évolution. C'est très intéressant, cet aspect-là. Réaliser que la bienveillance et la civilité à l'égard de nos interlocuteurs sont créatrices de confiance. Ça a été vrai, cet énoncé-là, quand on a discuté avec les directeurs généraux, puis les responsables scientifiques du CRIR, les directeurs généraux des établissements, mais ça l'est encore aujourd'hui dans nos relations avec les chercheurs qui s'adressent à notre comité d'éthique. Et puis ensuite, savoir que les défis professionnels délicats mais valables permettent aux gens qui les portent de grandir comme personnes et d'épuiser une grande valorisation. C'est vrai certainement pour moi, vous l'entendez, vous le comprenez bien, mais c'est vrai pour n'importe qui aussi que ça vaut la peine de se fixer des objectifs qui sont différents, quelque chose qui va être plus difficile à réaliser parce qu'on est dans des questions nouvelles. Maintenant, le plan. Alors, un dessin, un projet appelé CRIR. Ensuite, l'évaluation éthique unique par un CER mixte. C'est une des innovations qui est venue avec le CRIR. Une tournée auprès des directeurs généraux qui a été très bienfaisante et aussi qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et puis ensuite, la bonne fortune d'imaginer la convenance institutionnelle. Le concept de convenance institutionnelle qui est utilisé partout au Québec, son origine, c'est le CRIR. C'est du CRIR que ça vient. C'est le CRIR qui a été la première organisation à utiliser le concept de convenance institutionnelle. On va voir tantôt comment ça a été inventé pour répondre à quelles questions. Ensuite, les 3 fameuses évaluations scientifiques, éthiques, convenance auxquelles on est arrivé. La bienveillance et la civilité, et en particulier la posture du CER face aux chercheurs du CRIR, et cette idée-là de bienveillance, de civilité, d'accompagnement, on en a fait notre volonté fondamentale au comité d'éthique de la recherche, et puis j'espère que ça peut transparaître une fois de temps en temps. Il y a des remerciements que je dois adresser d'abord à 4 coordonnatrices qui ont travaillé avec moi depuis 2001, Annick Nollet, Mariama Touré, Kate Rousseau-Harrison, qui est actuellement en congé de maternité, et puis Coralie Mercera, c'est Coralie qui est en poste maintenant. La coordonnatrice qui m'a enduré le plus longtemps, c'est Annick. C'est en fait quelqu'un qui va aller au ciel direct sans négociation avec qui que ce soit, quoique je ne suis peut-être pas si pire que ça. Le travail des coordonnatrices est vraiment fondamental parce que ce sont les coordonnatrices qui se trouvent en contact très, très régulier, quotidien avec les chercheurs. Ce n'est pas le président qui fait ce genre d'opération-là. Alors, il faut souligner l'importance de ces 4 personnes-là là, dans le comité d'éthique de la recherche.
Alors, j'ai bénéficié de leurs suggestions pour préparer l'exposé d'aujourd'hui. Et puis aussi 2 personnes de la direction de la recherche et de la coordination interne au ministère de la Santé et Services sociaux, Mme Jenny Keding, Mme Nadine Gagnon, qui m'ont fourni des informations utiles aussi par rapport à ce qui se passe dans d'autres comités d'éthique de la recherche que celui des établissements du CRIR. Alors, mon implication auprès du CRIR a commencé à l'été 2001 et j'ai reçu le mandat suivant, concevoir un processus d'évaluation scientifique et éthique des projets de recherche qui se dérouleront totalement ou partiellement dans l'un des établissements du CRIR. Ça, c'était le défi. Il y avait évidemment l'autre dimension qui est très, très importante, c'est celle de susciter de la recherche à l'intérieur de l'organisation, mais ça avec les gens qui étaient en place pour monter le projet, puis aussi avec l'enthousiasme des chercheurs, ça ne présentait pas une difficulté, sauf une difficulté du point de vue organisationnel et administratif, parce qu'il fallait quand même monter le projet, bien sûr. Le dessin peut l'écrire. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était le projet? Les idées étaient à peu près les suivantes. Favoriser les approches interdisciplinaires et les échanges soutenus entre les chercheurs. Les approches interdisciplinaires, c'était perçu comme vraiment important. Réaliser de la recherche d'une grande qualité scientifique, bien sûr, c'était un incontournable. Procéder à des évaluations éthiques compétentes, animées par l'intention de soutenir le chercheur dans la réalisation d'une recherche d'une grande qualité éthique. Dès le début de mes contacts avec les personnes qui ont monté le CRIR, ça c'était très, très clair pour eux. Il fallait que la recherche soit d'une grande qualité éthique pour être d'une grande qualité scientifique. Ça allait vraiment de pair. Et puis ensuite, mettre au point un processus d'évaluation scientifique et éthique qui soit efficace, parvenir à trouver une façon d'opérer ces 2 évaluations-là. La réalité institutionnelle était la suivante. Les chercheurs provenaient de 3 universités et 6 établissements. L'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université McGill. Et puis les établissements étaient l'Institut de réadaptation de Montréal, le Centre de réadaptation Lucie Bruneau, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge, l'Hôpital juif de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille, et puis l'Institut Raymond Dewar. Vous voyez bien qu'il s'agit de, comme structure, comme organigramme de quelque chose qui est très différent de l'organigramme des CIS et des CIUS. Évidemment, il fallait bien que la Terre continue de tourner durant toutes ces années. Les établissements qui sont membres du CRIR, on vient de les nommer, ils sont 6, ils réapparaissent ici. Puis il y avait aussi 3 établissements qui étaient partenaires. Le Centre de réadaptation Estrie, le Centre de réadaptation La Ressource et puis le Centre de réadaptation Le Bouclier. Les établissements partenaires participaient bien sûr aux activités du CRIR, mais avec 2 caractéristiques qui les distinguaient des membres. La première, c'est que, bien sûr, qu'il se faisait de la recherche au sein des établissements partenaires, mais il y avait peu ou pas de chercheurs provenant des établissements partenaires. C'était la première différence. La deuxième différence, bien sûr, c'est que la quote-part qui était versée par les établissements partenaires à l'organisation du CRIR était moins élevée que celle qui était versée par les membres du CRIR. On se retrouve donc avec le projet d'une myriade de projets multicentriques, bien sûr, les chercheurs de 3 universités et 6 établissements. Ça veut dire une production considérable de recherche multicentrique. Et la difficulté était la suivante. Selon les normes légales et administratives applicables au moment de la création du CRIR, le chercheur doit obtenir l'approbation du CER de son université et celle du CER de chaque établissement qui accueille son projet. Alors, imaginez le casse-tête. Vous êtes d'une université, vous déposez votre projet de recherche pour le réaliser dans 3 établissements. Ça veut dire l'évaluation de l'université, celle de 3 établissements. Du point de vue de l'éthique, ça devenait très, très lourd et c'était un fardeau qu'on se disait qu'on devrait éviter, bien sûr. Donc, le corridor des évaluations multiples occasionnerait des inconvénients considérables relatifs à la procédure et à la substance des évaluations éthiques. Imaginez vous adresser à 4 instances, puis imaginez les réponses qui peuvent comporter des variations d'un comité d'éthique de la recherche à l'autre. Donc, on se trouvait devant une nécessité de trouver une avenue comportant une procédure simple qui favoriserait l'excellence des évaluations éthiques et la protection des sujets de recherche. On avait
un bon défi. Comment on va s'y prendre pour relever ce défi-là? L'idée, c'est d'avoir une évaluation éthique unique par un CER mixte, ce à quoi on est arrivé avec le temps. Donc, l'idée de s'en tenir à une seule évaluation éthique vient spontanément à l'esprit et s'imposera vigoureusement au fil des discussions à venir. Au point de départ, l'idée de créer un seul comité, les gens se disaient, mais est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'ils vont pouvoir regarder l'ensemble des projets? Ça ne présente pas une complexité du point de vue de la compétence qu'il faut qu'on ait, ainsi de suite. Alors, la question se posait, comment implanter un tel processus? Comment on devait s'y prendre? La nécessité que l'évaluation du CER unique soit reconnue par les universités et les établissements, cette nécessité-là était présente. Il fallait créer de la confiance à l'intérieur des universités, à l'intérieur des 9 établissements, pour que les décisions du CER unique soient perçues d'une façon qui est positive. Il fallait créer cette confiance-là à l'égard de l'organisation de l'éthique de la recherche. Donc, l'idée va naître d'un CER mixte qu'on a appelé d'abord conjoint. C'est que conjoint provient d'un anglicisme et puis c'est la première façon dont on l'a appelé. C'est encore l'adjectif qui est utilisé dans le règlement, mais le bon mot en français, c'est mixte. Vous le voyez là, d'après le multidictionnaire de la langue française de Marie-Éva de Villers. Ensuite, évidemment, la recherche d'un consensus parmi les établissements a conduit à l'initiative d'une tournée auprès des directeurs généraux des établissements. Alors, ce qui était le secrétariat du CRIR à l'époque m'a organisé une tournée avec les directeurs généraux des établissements. La première idée, la première suggestion dont on parlait, c'était l'idée d'avoir un CER unique. Mais là, comment on va parvenir à monter un CER unique, ou si vous préférez mixte, mais à avoir une seule évaluation reconnue par les universités et tous les établissements, ça, c'était quelque chose qui ne venait pas si spontanément à l'esprit de tout le monde, puis dans le mien non plus. C'était juste que j'avais un fantasme, une seule évaluation. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. Donc, je commence à me promener auprès des directeurs généraux et puis on pose la question, comment effectuer l'évaluation éthique des projets de recherche? Il y a 4 défis qui sont reliés à la confiance. Et cet élément-là est vraiment très, très important parce qu'il y avait des établissements qui s'intéressaient à différents champs de recherche. Il y avait aussi des établissements qui étaient plus considérables ou importants, je ne le dis pas du point de vue moral, juste en termes de nombre, là, que d'autres. Alors, les établissements plus petits ne voulaient pas se faire bouffer par les gros. Les gros ne voulaient pas se faire mener par le bout du nez par les petits, évidemment. Il y avait ces éléments-là. Donc, les ampleurs diverses des établissements. Ensuite, la variété de la recherche. Alors, il y a de la recherche biomédicale, il y a de la recherche psychosociale, qualitative, quantitative. Ça crée une bonne diversité à l'intérieur du CRIR, bien sûr, mais ça fait partie du projet d'avoir tous ces gens-là qui se parlent en se disant que ça crée un bouillon de culture scientifique. Puis évidemment, ça va permettre à tout le monde de mieux avancer. Alors, c'était très, très intimement relié au projet que des gens qui travaillent dans des champs différents, qui sont de disciplines diverses, communiquent entre eux, bien sûr. Il fallait qu'on arrive à un examen éthique compétent et crédible, pas question de lésiner là-dessus, et puis avoir aussi une efficacité du processus d'évaluation éthique. Il fallait que ce soit efficace puis que ce soit vraiment crédible. Alors, les directeurs généraux sont soucieux de protéger leurs établissements et leurs chercheurs, bien sûr, c'est la première réaction qu'on a, mais lumière de l'espérance, et ça vraiment, j'étais content quand je m'en suis aperçu, il est évident que ces personnes se parlent. Quand j'ai rencontré le deuxième, j'avais l'impression qu'il avait parlé avec le premier, mais rendu au troisième, j'étais sûr qu'ils s'étaient parlé les trois. Puis le quatrième, puis le cinquième, c'était toujours comme ça. Et puis, je me disais, on a un défi d'organisation qui est vraiment considérable. Est-ce qu'ils vont accepter d'aller vers une évaluation éthique unique? Mais le point, c'est qu'ils commençaient à discuter entre eux de l'hypothèse d'un CER mixte, d'une seule évaluation éthique, et juste de savoir que mes interlocuteurs commençaient à en discuter, bien évidemment que ça avait un effet, un baume, littéralement. Je me disais, on peut arriver à quelque chose.
parce qu'il n'y a pas d'objection systématique. Au début, il y avait des hésitations, des points de clarté à établir, mais le fait que ces directeurs généraux-là se parlent, c'était vraiment la lumière de l'espérance. Les résultats de la tournée auprès des directeurs généraux sont les suivants. L'idée d'un CER mix fait son chemin parmi les directeurs généraux. Donc, un seul comité pour tous les établissements du CREA. Chaque établissement tient à ce que des membres du CER proviennent de son milieu et soient compétents dans les champs de recherche qu'il accueille. C'est plutôt normal. Quelques établissements ont déjà un CER. Cette présence constitue un atout du point de vue de l'expertise disponible. Certains de leurs membres pourraient être contrariés par la cessation de leurs activités. Que faire? C'est simple. Leurs membres seront intégrés au CER mixte. Ça n'a pas été une véritable difficulté, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et puis ensuite, l'autre élément, c'est qu'à l'évidence, le CRIR doit se doter d'un comité d'évaluation scientifique. Donc, une seule équipe constituée de compétences variées, mais ça nous prend un comité d'évaluation scientifique pour évaluer les projets qui n'ont pas été évalués déjà par des instances à l'extérieur du CRIR, comme les IRSC ou le FRSQ dans le temps, le Fonds Recherche Santé. Au début de novembre 2001, il reste une difficulté essentielle à résoudre. Et c'est le genre de problème auquel on pense en conduisant son auto, en prenant une marche. C'est le genre de souci qui ne nous quitte pas, là. Puis c'est le point suivant. L'évaluation éthique étant centralisée, comment nous assurer que la mise en œuvre de tous les projets de recherche anticipés soit compatible avec les caractéristiques des établissements? Comment on fait dans un comité mixte de cette nature-là pour être en mesure d'évaluer si les établissements sont en proportion, sont organisés de manière à bien accueillir les projets de recherche. Et puis la réponse était, la réponse ne se trouve pas dans le comité d'éthique de la recherche, il faut inventer d'autres choses. Et puis, bon, est arrivé un moment, c'est une des choses dont je suis vraiment content, c'est une des belles expériences là, au point de vue professionnel dans ma vie, c'est l'idée d'imaginer la convenance institutionnelle. Alors, j'ai eu la bonne fortune, la chance d'imaginer le concept de convenance institutionnelle dans la semaine du 26 novembre 2001. Je me souviens bien de quand c'est arrivé, là. Alors, je suis allé dans des dictionnaires pour trouver si c'était la bonne façon d'appeler les choses. Et puis, ça disait qualité de ce qui convient, est approprié, conformité, adéquation. Je trouvais que ça faisait du sens par rapport à ce qu'on cherchait. Et puis, être approprié à quelque chose, présenter un rapport de conformité, d'adéquation, d'harmonie avec quelque chose. C'était vraiment cela qu'on voulait vérifier. Est-ce que l'établissement qui accueille le projet et le projet de recherche lui-même sont en convenance? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est approprié? Est-ce qu'il y a de l'adéquation, de l'harmonie? Alors, l'idée est venue donc de créer une structure, une organisation, ou en tout cas une instance, je pense que c'est le bon mot, dans chaque établissement qui verrait à la convenance institutionnelle. Les personnes, de façon concrète sur le terrain qui s'en occupent, sont les coordonnatrices de recherche clinique et probablement qu'en dehors des membres de mon comité, ce seraient mes interlocuteurs, interlocutrices. Non, il y a quelques hommes, mais les plus spontanés, parce que ce qu'ils ont pour fonction de faire, entre autres, beaucoup d'autres tâches, mais d'appliquer la convenance institutionnelle dans leur établissement. La convenance institutionnelle a d'abord été présentée à 2 rencontres. Alors d'abord, c'était une rencontre des responsables de l'éthique de la recherche des établissements du CLIR pour la rencontre du 6 décembre 2001. Et puis ensuite, une conférence téléphonique des directeurs généraux qui a eu lieu le 17 décembre 2001. Et la rencontre du 6 décembre était très, très importante parce que ça me permettait de tester l'idée avec des gens qui étaient sur le terrain. Puis l'idée a survécu, mettons ça comme ça, à la rencontre du 6 décembre. Donc là, j'étais à l'aise d'en parler avec les DG le 17. Et puis bon, on s'est dit, OK, on fonctionne comme ça. Donc, une évaluation éthique, une évaluation scientifique et les établissements vont avoir pour rôle d'évaluer la convenance institutionnelle.
La description de la convenance institutionnelle qui existe maintenant, on la trouve dans le règlement qui porte sur la création et le fonctionnement de notre comité d'éthique de la recherche. C'est une description qui est beaucoup plus courte que ce qui existe maintenant. Actuellement, la convenance institutionnelle est devenue un concept beaucoup plus sophistiqué que ce que j'avais imaginé au départ. Ça s'est transformé littéralement. Mais dans notre règlement et dans la documentation que j'avais remise aux directeurs généraux, le texte était le même. Donc, la convenance désigne le caractère approprié de la mise en œuvre du projet dans tel établissement. Chaque établissement qui accueille même partiellement un projet de recherche en examine les trois aspects suivants. La possibilité d'un arrimage entre le projet et les orientations de l'établissement, la capacité pratique de l'établissement à recevoir le projet, exemple personnel qualifié, équipement adéquat, la possibilité que certaines personnes identifiées comme sujet potentiel soient sollicitées de façon exagérée ou indue, ce qui ne respecterait pas le principe de justice. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le règlement. C'est la première version de ce que c'est que la convenance institutionnelle. À un certain moment, à l'époque, c'était Maître Nollet-Annick qui était la coordonnatrice. On commençait à se faire parler par certains chercheurs que peut-être ils exagéraient une sollicitation exagérée ou indue de certains sujets de recherche, qu'il faudrait qu'on regarde ça. Puis comme ça devenait quelque chose qu'on entendait, c'était pas chaque jour, là, mais dans l'espace de quelques mois, c'était venu quelques fois. Là, on s'est dit, on va aller regarder ça. Et puis, c'est Annick qui a organisé des conversations avec des gens qui avaient été des participants des sujets de recherche, avec toute l'histoire éthique là, du consentement préalable, toute l'affaire. C'était vraiment bien fait. Là. Alors, j'ai fait les téléphones, puis ça s'est bien passé. J'ai été chanceux. J'ai rejoint beaucoup de monde assez rapidement. Là, j'ai appris une ou deux choses qui sont vraiment importantes. On avait des gens qui participent à un certain nombre de projets de recherche ou qui ont participé à un certain nombre de projets de recherche. Et vu de l'extérieur, on se dit, mais peut-être que c'est indu, exagéré, que ces gens-là, on devrait être moins présents auprès d'eux, à leur demander ceci, cela. Personne ne m'a parlé de cette façon-là. Ce que j'ai entendu, par contre, mais à répétition, c'est voyons donc, je n'ai pas de fonction professionnelle, je suis isolé socialement, l'environnement dans lequel j'existe ne me rend pas un sentiment d'être utile aux autres personnes, à mes concitoyens autour de moi. Alors, quand j'ai la chance de participer à un projet de recherche, bien, je le fais avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme. Je suis content de ça. C'est rien que ça que j'ai entendu. Avec une autre chose que j'ai entendue un peu moins, mais assez fréquemment dans les conversations, c'était le problème quand on participe à un projet de recherche, c'est le problème du transport adapté. Ça revenait beaucoup, beaucoup. Mais la fierté de participer à de la recherche, non, c'était quelque chose qui était absolument présent, qui était universel. Alors, ben là, on s'est dit, nos craintes de sollicitation exagérée ou indue, ben, peut-être qu'on va falloir les moduler un peu parce que ce n'est pas quelque chose qui semble se produire de façon fréquente. Alors, donc, l'idée du principe de justice demeure. On va toujours regarder si jamais on avait de l'identification de sujets de sollicitation exagérée indue en raison du principe de justice. Mais en tout cas, au moment où ça s'était posé, selon ce qu'on a entendu, il semble bien que ce n'était pas le cas. On a maintenant 3 évaluations pour un projet de recherche. Et là, le CRIR est un innovateur éminent en recherche. On a fait quelque chose qui sort du commun, car il a établi le processus des 3 évaluations présents partout au Québec. Maintenant, l'évaluation de la convenance institutionnelle, c'est partout. Donc, on a une évaluation scientifique qui est centralisée, l'évaluation de la convenance qui ne peut pas être autrement qu'institutionnelle, et puis l'évaluation de l'aspect éthique qui est centralisée aussi, qui est unique. À un certain moment, très peu de temps après, le CA des établissements du CRIR a adopté le règlement qui créait notre CER. Alors, les conseils d'administration des 9 établissements concernés adoptent le règlement,
puisque le CER mixte est le CER de chacun des établissements du CRIR. Ça pouvait présenter une certaine complexité au départ, mais ça n'a jamais mal tourné. C'est que le CER mixte, le CER des établissements du CRIR, est le CER de chacun des établissements du CRIR. Ça veut dire qu'il faut que chacun des établissements adopte le règlement qui porte sur la création et le fonctionnement du CER. Il faut aussi que chacun des établissements nomme les membres du CER. Et quand les établissements ont adopté le règlement, le premier établissement qui l'a adopté, c'était le 27 mars 2002. La dernière adoption, c'était le 13 mai 2002. Ça s'est fait assez rapidement, comme vous pouvez voir. Et je me rappelle qu'il y avait un aspect qui me chicotait beaucoup. Je me disais, j'espère qu'il n'y aura pas un CA parmi tous les CA des 9 établissements qui va décider de changer quelque chose dans le règlement, parce que là, ça voulait dire potentiellement des problèmes. Il ne fallait pas que ça arrive. Le règlement est entré en vigueur le 4 septembre 2002, et puis là, les activités du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR ont pu commencer, les activités des établissements aussi en convenance institutionnelle. Les possibilités qu'offre un CER mixte comme le nôtre, on peut les percevoir dans 2 documents du M3S. D'abord, le cadre de référence ministériel pour la recherche avec des participants humains. C'est dans ce document-là qu'on le voit. Et puis le deuxième document, c'est le cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement. Donc, l'hypothèse de la formule du CER mixte apparaît dans 2 documents du ministère, mais présentement, le CER des établissements du CRIR est le seul CER mixte en activité au Québec. On est la seule bestiole de ce genre-là actuellement. La priorité du nouveau CER, quand on a commencé à se rencontrer, c'était simple, c'était la formation de nos membres. Puis d'abord, la formation en matière scientifique. Donc, il y a de la recherche biomédicale et de la recherche psychosociale. Puis il y avait un phénomène qu'on observait dans certains comités qui avaient été constitués d'abord de gens qui étaient plus de formation médicale ou biomédicale et qui avaient à évaluer de la recherche psychosociale. Et puis, vous avez sûrement entendu ça déjà, là. C'est pas scientifique, c'est des hypothèses, c'est pas confirmé, ils vont le construire au fur et à mesure. Vous avez tous entendu ce genre de commentaires-là. Ça provenait d'une incompréhension de ce que c'est que la recherche psychosociale. Donc, on a demandé à des gens de biomédical de venir nous expliquer c'est quoi. Puis psychosocial aussi. Recherche qualitative, recherche quantitative. On s'est fait expliquer par des gens qui connaissaient ça, comment ça fonctionne. Et puis, on a insisté sur la diversité des approches selon les disciplines scientifiques. Un biologiste, ça ne travaille pas comme un chimiste. Ben, c'est simple. Ça veut dire qu'il faut écouter comment les gens envisagent les choses pour essayer de comprendre. Alors, ben, c'est aussi la question, qu'est-ce que tout ce beau monde mange en hiver? Comment vous opérez, comment vous fonctionnez? Ensuite, on a fait de la formation en droit et en éthique, le contexte des 3 évaluations, que les gens comprennent bien dans quel contexte on se trouve, nos membres, scientifiques, convenance institutionnelle, éthique, les principes juridiques applicables, les notions de base, comme par exemple le consentement, et puis les normes éthiques, bon, bien sûr, l'énoncé de politique des 3 conseils, et puis les standards de ce qui était à l'époque, le FRSQ. Donc, on a commencé par former nos membres. Ça a été notre première activité. Ensuite, il y a une autre caractéristique dont on veut marquer nos activités au comité, qui est vraiment très, très importante, là, la bienveillance et la civilité. Et toujours, dans nos relations avec les chercheurs, on s'est arrangé pour que ça se passe de cette façon-là, pour que la communication soit bonne aussi. Alors, ce que ça donne d'un point de vue plus organisé en termes d'idées, c'est ceci. Notre objectif est de favoriser une recherche de qualité, pas de l'empêcher. Et j'espère que les chercheurs qui viennent nous rencontrer et avec qui on est en contact se disent ça. Ils ne cherchent pas à nous empêcher, ils cherchent à favoriser une recherche de qualité. C'est vraiment important. Donc, en conséquence, on doit adopter une posture de bienveillance et de civilité à l'égard des chercheurs. Un chercheur, ce n'est pas un ennemi. Un chercheur, c'est quelqu'un qui veut faire avancer
les connaissances. La dimension éthique augmente la qualité de ces projets. On va travailler ensemble. Donc, on a un choix délibéré et explicite de développer une approche qui soutient les chercheurs plutôt que de nous employer à les enquiquiner avec des broutilles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait vraiment jamais faire. Ensuite, on peut ajouter que le chercheur peut compter sur le CER et son personnel pour l'aider à concevoir et à réaliser son projet à partir même du moment où le chercheur est à concevoir son projet. On va être disponible pour l'aider dans son travail. Toujours nous efforcer de comprendre le point de vue de notre interlocuteur, chercheur ou collègue du CER. C'est quelque chose qui est très, très important, ça. Quand les chercheurs viennent nous rencontrer dans nos rencontres, dans nos réunions du comité, ben c'est ça, il y a un échange avec eux pour qu'on essaie de mieux comprendre la nature du projet. Et très, très souvent, c'est d'une grande utilité parce que sur papier, le projet pouvait nous donner tel type d'impression. Là, on entend le chercheur nous en parler, puis on se dit, oh, on n'avait pas compris. Ça vaut la peine que le chercheur vienne nous en parler. Donc, le CER invite les chercheurs à ces réunions pour présenter leurs projets et en discuter. La qualité des échanges écrits et oraux en est grandement améliorée. Ça, c'est vraiment important parce que si la lettre qu'on envoie aux chercheurs après notre rencontre, en la lisant, le chercheur se dit, bon, ils ont bien compris mon projet, ils suggèrent ceci, cela, OK. Mais si ce que le chercheur se dit, c'est le comité n'a rien compris, bien, là, évidemment que c'est moins intéressant et la suite de notre communication avec le chercheur va être moins intéressante ou en tout cas, la position du CER va être moins crédible. C'est vraiment très, très important que les chercheurs viennent à nos rencontres. Et puis, quand il s'agit d'étudiants, on est heureux aussi de les recevoir parce que ça contribue à la formation de ces jeunes-là. Ce n'est pas tout le monde parmi les étudiants, bien sûr, qui va devenir chercheur, mais ils vont entendre parler tôt ou tard de CER. Ça peut être une bonne idée de les recevoir puis de faire qu'eux expliquent leur projet puis répondent à nos questions. Mais je dois dire que les étudiants sont en général très contents d'avoir le chercheur senior qui les accompagne. Il faut dire ça aussi, bien sûr. La conclusion. D'abord, de maintenir la simplicité de l'évaluation de la convenance institutionnelle, notamment quant au nombre de différents formulaires à remplir. Là, il est en train de se produire un phénomène qui nous vient de Nagano, qui est que pour chaque établissement qui va recevoir le projet, il faut remplir un formulaire qui peut être différent des formulaires qu'on va remplir dans d'autres établissements. Semble-t-il que les choses prennent cette tournure-là. On a eu des conversations avec en particulier Maître Nollet par rapport à ça. Et je ne peux pas jurer quand, quoi, mais normalement, quelque chose devrait être fait pour que ça ne prenne pas une tournure très compliquée. Annick est impliquée là-dedans, mais aussi Mariama Touré, là, que tout le monde connaît. On a une caractéristique dans notre CER. Je vais la lire ensuite, vous en parler de façon un peu plus détaillée. Ne pas limiter notre activité à l'étude des projets de recherche, mais prendre le temps de considérer notre travail avec une certaine distance. On pourrait, au long de nos rencontres, là, procéder seulement à l'étude des projets de recherche. Ce serait correct, il y a beaucoup de CER qui fonctionnent de cette façon-là. Mais très, très fréquemment, on va arriver à avoir des conversations qui sont plus fondamentales sur des questions soulevées par un projet de recherche en particulier. Et quand ça survient, d'habitude, c'est l'occasion d'un bon apprentissage. Alors, notre réaction, ça va être de nous dire, dans une rencontre ou deux, au point varia à la fin de la réunion, on va prendre une demi-heure pour discuter de ce point-là, pour se faire une tête. Et c'est une très, très bonne habitude parce que ça nous permet de maintenir une culture vivante à l'intérieur de nos rencontres et puis d'avoir des points de vue qui sont justifiés de sorte que dans nos contacts avec les chercheurs, dans la correspondance en particulier, notre coordonnatrice est en mesure de dire le comité en a parlé, puis voici comment on voit les choses pour telle raison. Ensuite, il va arriver que les exigences du CER puissent imposer une façon différente d'opérer chez le chercheur. Et quand on voit que ça peut être problématique pour le chercheur, on reste en contact très, très étroit avec lui
au long du déroulement du projet pour voir si on n'aurait pas des bonnes idées à lui suggérer ou pour voir si on ne devrait pas développer une autre approche. Mais ça, c'est vraiment très, très important de ne pas laisser nos chercheurs dans des situations difficiles qui proviendraient d'une correspondance avec nous en coupant la communication. Et puis ensuite, bon, ben, continuer les discussions sur des questions que les membres du CER estiment significatives. 2 ou 3 fois par année, ces questions-là peuvent surgir. Il peut s'agir de questions qui concernent plusieurs projets de recherche à propos desquels on se dit, bon, ben là, ça fait 3-4 fois que ça survient. Il faudrait qu'on ait une bonne discussion là-dessus. Et puis, ces conversations-là nous permettent d'adopter des points de vue qui sont mieux documentés que quelque chose qui sortirait d'une discussion très rapide, là. Ensuite, une dernière remarque par rapport à nos évaluations, c'est que notre façon de procéder, c'est jamais, ou à peu près pas, là, très, très rarement, sur des votes à majorité. On travaille dans la recherche d'un consensus. Et supposons là, qu'on ait 4 qui ont un point de vue, 3 qui en ont un autre, ou 5, 2, peu importe, là. Dans ces circonstances-là, notre façon de travailler, c'est de dire qu'il faut qu'on creuse la question encore plus. Ça veut dire qu'on ne comprend pas les choses d'une manière qui est satisfaisante, qui est suffisante, parce que normalement, avec les intentions qu'on a, avec nos points de repère qui sont à peu près les mêmes, on devrait usuellement arriver à une conclusion qui est similaire. Mais effectivement, parfois, ce qu'on découvre dans une correspondance avec un chercheur, c'est que ce que nous, on a écrit n'était pas clair. Puis, ben, après ça, la réponse du chercheur n'est pas beaucoup plus claire, mais il ne peut pas nous répondre avec une grande clarté quand nous autres, on était nébuleux, là. Et puis, il s'agit juste d'avoir un peu d'autocritique pour voir ces événements-là surgir, puis se dire, ben là, il faut faire attention, il faut éviter ça la prochaine fois, il faut être clair, c'est vraiment élémentaire. Alors voilà, j'ai essayé de vous expliquer l'histoire de ce CER, l'invention de la convenance institutionnelle, sa mise en pratique absolument originale au CRIR, et de vous parler aussi de notre approche, de notre posture éthique, de la philosophie des membres de notre comité. J'espère que les chercheurs s'y retrouvent, en particulier quand on parle de civilité puis de bonne communication. J'espère que les chercheurs se disent, oui, c'est vrai qu'il y a de la civilité puis de la bonne communication. En tout cas, c'est dans nos projets fondamentaux comme CER d'opérer de cette façon-là.